se retrouve pour la suite du Grand Oral. J'ai le plaisir de recevoir ce soir le sénateur Hervé Marseille. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président du groupe centriste, sénateur UDI, vice-président du groupe d'amitié France-Israël au Sénat. Un job qui n'est pas facile en ce moment, j'imagine. Être ami d'Israël ou se déclarer comme tel, en ce moment, c'est plutôt un acte de courage. Les Israéliens stigmatisés partout, de manière banalisée, maintenant quasi quotidienne, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on a un sujet, l'antisémitisme, qui grandit dans ce pays. C'est pas par hasard. Bien sûr, il y a les événements. Au Moyen-Orient, il y a Gaza. Mais qui sont instrumentalisés dans notre pays, notamment par la France insoumise, et qui fracturent notre société. Aujourd'hui, il y a des gens qui osent exprimer, exhaler, si je puis dire, un antisémitisme parfois militant. On voit des actes permanents, des faits divers constants. Et c'est un vrai sujet. Antisémitisme et antisionisme qui est maintenant mêlé, même anti-israélisme, puisqu'on voit bien les artistes, les sportifs, les universitaires, les scientifiques. À chaque fois, l'étiquette venant d'Israël, c'est boycott, mise de côté, anathème, stigmatisation. Oui, cette gauche radicale, et notamment LFI, pour lui donner un nom, a réussi à donner une conscience politique à un certain nombre de communautés qui jusqu'à présent s'exprimaient plus ou moins, votaient d'ailleurs moins que plus, et avec comme emblème le drapeau palestinien qu'on retrouve à toutes les sauces. La recette de LFI, que ce soit pour le budget, que ce soit pour la politique étrangère, que ce soit contre le président de la République. Ou la colère sociale, comme on l'a vu il y a quelques jours. On voit, voilà, la martingale, c'est on met un drapeau palestinien qui a réponse à tout. Vous allez aussi nous aider à comprendre un peu ce qui se passe avec la crise française. Vous connaissez bien Emmanuel Macron. Vous êtes au cœur donc, de ce qu'on appelle le socle commun, l'ex-majorité présidentielle. L'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon, c'est la fin de la crise ou c'est juste un épisode supplémentaire auquel il faut s'attendre ? Je crois qu'il faut maintenant faire en sorte que le gouvernement de Sébastien Lecornu réussisse, parce que si tel n'était pas le cas, je ne sais pas ce qui se passerait derrière. Je crois que là, ça serait un grand saut vers l'inconnu, parce qu'on est au bout de nos institutions. On a vu ce qui s'est passé avec Michel Barnier, qui a été très courageux. Je vois à l'instant ce qui vient de se passer avec François Bayrou et son gouvernement. Et il a été très courageux, mais il a chuté. Et puis, voilà maintenant Sébastien Lecornu. Alors, je crois que le président de la République, ce qu'il a voulu d'abord, c'est aller vite. Parce que c'est assez exceptionnel. Le soir même, voilà. Pratiquement le lendemain du départ de François Bayrou, la démission remise, ouais. Un nouveau Premier ministre a été nommé. C'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Voilà, venant de la part du président, c'est nouveau. Mais, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a urgence ? Ça veut dire, oui, qu'il y a urgence, qu'il y a les problèmes collatéraux, si je puis dire. La Calédonie qui n'attend pas, le Mercosur qui vient percuter, évidemment... Les tensions sociales. Les tensions sociales aujourd'hui. À l'évidence, il fallait aller vite, parce que sinon le président était seul face aux Français. Donc il fallait vraiment recréer un mur, un protecteur, quelque chose d'intermédiaire, le gouvernement. Il fallait protéger le socle central, parce que vous avez la droite radicale, vous avez la gauche radicale et la gauche, et ce qu'on appelle le socle parlementaire, c'est-à-dire les députés, sénateurs qui protègent le gouvernement, qui le soutiennent, il fallait faire en sorte que ça reste homogène, et il fallait donc trouver quelqu'un qui soit compatible et qui anime ce socle parlementaire. Alors effectivement, Hervé Marseille, il est au tout début de son chemin, Sébastien Lecornu, parce qu'en fait, il doit aussi, avant de former un gouvernement, il doit d'abord, c'est la nouvelle méthode maintenant posée, il doit d'abord trouver un accord politique pour le budget et pour ensuite avoir un accord de gouvernement avec les partis qui voudront donc aider ce gouvernement. Les oppositions sont pas disposées pour l'instant à aider Sébastien Lecornu. Mais pour pouvoir avancer, est-ce qu'il n'est pas obligé de, au fond, détricoter les grands mantras du macronisme, en particulier sur la fiscalité et en particulier sur les retraites? Écoutez, déjà, il fallait préserver pour faire un compromis. Il fallait préserver cette coalition parlementaire. A priori, c'est chose faite. Cette coalition parlementaire qui a maintenant un animateur, le Premier ministre, il faut qu'elle crée un agenda. C'est quoi les priorités?
Qu'est-ce qu'on met dedans pour le budget? Qu'est-ce qu'on veut faire socialement? Comment on répond aux attentes sociales? Comment on répond aux grands problèmes que la France a devant elle? Et donc, il faut voir les priorités. On ne peut pas les découvrir au fur et à mesure que les semaines passent. Et puis ensuite... Elles sont connues. L'état de la France, le déficit, les dettes... Oui, mais on ne va pas reprendre tel quel le budget. Oui, alors on ne peut pas reprendre le budget proposé par... Alors on fait quoi? C'est-à-dire que les 2 jours fériés, c'est fini, c'est terminé. Il y a des chances. C'est fini. Il y a des chances. L'augmentation de la fiscalité, ça va être... il va falloir discuter jusqu'où on va. Parce que qu'est-ce qu'on est prêt à faire ensemble? Déjà, premier point. Et ensuite, il va falloir se frotter aux socialistes, parce qu'il va falloir trouver un compromis si on ne veut pas retomber dans les difficultés et à nouveau voir le gouvernement chuter. Alors justement, on le disait, les oppositions n'ont pas l'air pour l'instant donc disposées à aider Sébastien Lecornu, mais au fond, on sait que les discussions, elles ne font que commencer, mais on ne risque pas de se retrouver au fond avec les mêmes causes, les mêmes effets, impossibilité, et dans quelques semaines, un Sébastien Lecornu qui est obligé de partir? Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même faire preuve de responsabilité, j'allais dire un minimum de responsabilité. On est dans un monde tourmenté. J'ai parlé du Moyen-Orient, mais il y a l'Ukraine, il y a les problèmes avec M. Trump et son administration pour les droits de douane, on a les problèmes de la défense européenne, on a le problème du Mercosur, on a les problèmes ultramarins. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas se permettre d'avoir des crises permanentes et de mettre la France en crise, alors qu'on a besoin d'avoir un gouvernement et de pouvoir traiter tous ces sujets. Enfin, on pourra vous répondre aussi, quand on vous entend cet argument, qu'il ne tenait qu'au président de la République de ne pas dissoudre en juin 2024. La raison de cette instabilité et de ce chaos, c'est quand même cette décision, non? Certes, mais je veux dire, la page est tournée. On ne va pas pleurer sur le lait renversé, on peut penser ce qu'on veut de tout ça. Aujourd'hui, il faut faire face à l'avenir. Et donc, ça devient urgent. Et encore une fois, on a une obligation de réussite. Parce que si le gouvernement de Sébastien Lecornu ne réussit pas et n'arrive pas à créer de la stabilité, d'abord je ne sais pas comment vont réagir les marchés financiers. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'on entend, vous le dites régulièrement, vous le dites depuis tout à l'heure, c'est la dernière chance, si il ne réussit pas, c'est le chaos. Mais comment ça peut se concrétiser? Dissolution, démission du président de la République? Possiblement. C'est-à-dire crise institutionnelle, crise de régime. Je veux dire, à un moment donné, vous avez des gouvernements qui chutent les uns après les autres. C'est pas une habitude chez nous depuis 58. On est habitué à la stabilité. Qui est faite pour la stabilité, justement. Eh ben, vous créez la défiance, l'inquiétude dans la population, mais aussi dans les marchés financiers qui vont réagir avec une chute des bourses. Et déjà, la France emprunte à voilà, un tiers de nos recettes, 100 milliards, vont bientôt rembourser uniquement les intérêts de la dette chaque année. C'est-à-dire qu'on est étouffé, on ne peut plus rien faire. Voilà, on ne peut plus rien faire. Donc il faut absolument recréer de la stabilité et de la confiance, et puis essayer d'engager un minimum d'économie. François Bayrou disait il faut aller à 40 milliards parce que la tendance, c'est d'essayer de revenir à 3% du PIB en 2029. Quelque chose me dit que ça va devenir extrêmement difficile. Donc il va falloir baisser, comme la gauche le demande, la nécessité d'économie, c'est-à-dire qu'il va falloir retomber de 40 à peut-être 30 milliards, j'en sais rien, ça sera l'objet des discussions, mais il faudra baisser. Et il faudra accepter l'idée de discuter d'un prélèvement supplémentaire sur les hauts patrimoines, sur les grandes fortunes, parce qu'il y a un symbole qui est demandé. C'est vous qui dites ça, plutôt appartenant à la droite, sensibilisé oui, mais on a toujours aux questions d'entreprise et de patrimoine. Vous dites il faut taxer les hauts de patrimoine. Ça a toujours été aussi dans notre ADN, c'est de dire il faut de la justice fiscale. C'est-à-dire qu'il faut demander des efforts, mais il faut qu'ils aient la population ait le sentiment que c'est réparti et que tout le monde participe. Or, la gauche avait pris comme emblème la taxe Zuckman, mais elle touche... Oui, taxe sur les hauts patrimoines. Oui, mais elle touche aussi les outils de production, et donc on ne peut pas voter en l'état la taxe Zuckman. Donc il faut trouver une espèce de taxe Zuckman qui ne touche pas à l'outil de production, mais qui atteint les hauts patrimoines. Ça veut dire qu'il faudra effectivement de la créativité. On a compris. Mais c'est intéressant parce que vous avez évoqué au fond l'ADN de la Ve République et de sa stabilité, de son système. Ouais.
qui devait dégager des majorités stables avec des alternances. Au fond, on voit bien, est-ce que cette Ve République n'est pas arrivée à bout de souffle, en fait? Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de vivre? Il y a une sorte d'agonie d'un système qui ne correspond plus à l'époque. Alors, cette pauvre Ve République a été très martyrisée ces dernières années. Je crois qu'elle n'est pas à bout de souffle, parce qu'elle a encore de la ressource, mais elle a été mise à contribution et elle a de moins en moins capacité à apporter des réponses. Parce que la Constitution, c'est ça, elle doit apporter des réponses. Elle doit être en phase avec son époque. Donc on voit bien elle est solide, elle est robuste, on a bien tenu. Mais je crois qu'il y a un sujet maintenant que François Bayrou a eu raison de mettre sur la table, c'est le mode de scrutin, la proportionnelle. Vous allez me dire, mais que ça vient voir là-dedans? Bon, mais ça veut dire qu'on est dans un système bloqué, parce que on voit bien que les socialistes en particulier sont tenus par des alliances à gauche pour leurs élections, et on voit bien qu'à droite, c'est pareil, il y a un système de coalition qui fait que chacun est tenu. Si on veut mettre de la fluidité, si on veut pouvoir créer des coalitions nouvelles, il faut absolument que les députés soient élus dans des conditions qui leur donnent de la liberté. Et pour pouvoir changer totalement de culture politique, parce qu'on parle de compromis sur les plateaux de télévision, mais quand il faut vraiment le faire, les politiques et les dirigeants français n'ont absolument pas l'habitude de le faire. Le propos le plus mystérieux qu'a prononcé Sébastien Lecornu lorsqu'il est arrivé à Matignon, le jour de la passation de pouvoir, c'était le mot rupture. En disant il ne faut pas une rupture sur la forme, il faudra une rupture sur le fond. Alors on a tellement entendu une fois ce mot rupture, mais pour lui, dans ce contexte, quelle réalité peut-il recouvrir? Ça veut dire que sur un certain nombre de sujets dont on parle depuis longtemps, décentralisation, sur le plan financier, sur un certain nombre de réformes possibles, on passe son temps à discuter, à dire que c'est compliqué, que voilà. Lui, je pense que quand il a parlé de rupture, ça voulait dire maintenant il faut qu'on casse un peu la machine et qu'on voilà, il faut aller à fond parce que sinon on va pas en sortir. C'est pas un message aussi adressé à Emmanuel Macron? En disant la vraie rupture, il faudra quand même être capable de dire en même temps c'est fini. Cette théorie du dépassement des clivages et de droite et de gauche, ça a pu servir pendant le premier mandat, ça a totalement desservi pendant le second. C'est pas ça peut-être aussi le message qui est adressé? C'est-à-dire que vous êtes en train de dire à un centriste que le centre a fait son temps et qu'il faut revenir à des blocs droite-gauche. C'est le sentiment que ça donne. Je vous pose la question en tout cas. En tous les cas, le centriste que vous êtes a beaucoup vécu avec ce système de clivage. Il a beaucoup souffert. Donc, il ne veut plus souffrir. Donc, je crois qu'effectivement, il faut quand même chercher à rassembler parce que dans tous les pays, ce qu'on veut, c'est rassembler. C'est rassembler les gens. On n'est pas là pour fracturer, les opposer, aggraver les conflits. Il faut chercher à rassembler. Or, aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on a des radicalités. On a des radicalités à droite, on a des radicalités à gauche. Elles se rejoignent parfois, ce qui est assez surprenant parce qu'elles n'ont rien de commun. Mais elles se sont unies pour faire chuter François Bayrou ou Michel Barnier, mais elles ne peuvent pas gouverner ensemble. Vous ne pouvez pas mettre ensemble le FN avec les LFI et les socialistes, ça ne marche pas. Mais est-ce que la rupture sur le fond, c'est pas aussi d'admettre, peut-être c'est ce que en tête sans nous le dire encore Sébastien Lecornu, c'est qu'il faut aussi regarder les choses en face. L'avancée électorale inexorable, a priori, du Rassemblement national, peut-être doit amener à regarder cette réalité en face. Est-ce que la rupture, c'est pas aussi, au fond, d'assumer l'union des droites? Sébastien Lecornu a rencontré, on sait, de manière un peu privée, Marine Le Pen plusieurs fois chez son ami Thierry Solère. Est-ce que au fond, c'est pas ce qu'il a en tête pour dire la manière de calmer la colère des gens, c'est d'admettre que le RN doit participer au pouvoir un jour? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, certains peuvent le penser. Moi, je ne participe pas à cette affaire-là. Mais là encore, je crois qu'il est indispensable de réfléchir au mode de scrutin, parce que c'est le mode de scrutin qui structure la vie politique dans un pays. Chez nous, on a un mode de scrutin qui est un système qui crée des blocs, des alliances, parce qu'avant une élection... Il y a une répartition maintenant installée. Les Français ont envoyé 2 fois à l'Assemblée nationale. Michael, vous avez raison. Aujourd'hui, le système est bloqué. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Et c'est important, parce que si on veut un jour débloquer, je pense qu'il faut en passer par un changement de mode de scrutin. Alors oui, il faut regarder cette réalité, on va dire,
institutionnel en face, mais il y a aussi une réalité politique. Je vous en parle encore, je vous repose la question. Quand dans tous les sondages, on voit que c'est le RN qui arrive en tête, quand on voit que c'est Jordan Bardella ou Marine Le Pen qui sont plébiscités dans les sondages pour dire c'est eux qu'on veut à Matignon, à un moment donné, même Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, que vous connaissez bien, que vous avez accompagné, vient de dire dans le Figaro il y a quelques jours, le RN et Marine Le Pen font partie de l'arc républicain et il faut faire maintenant l'union des droites, en tout cas l'alliance avec le RN et LR. Michael Darmon, c'est un tournant quand même. Tous ceux qui demandent des élections pour une raison ou une autre, en particulier le Rassemblement national et M. Mélenchon, mais Nicolas Sarkozy ne demande pas d'élection. Non, mais même tous ceux qui... Qu'est-ce qu'ils veulent en vrai, oui. C'est quoi? Il suffit de regarder les études d'opinion, vous faites une dissolution, c'est pire, car vous aurez 200, 210, 220, peut-être 230 députés du Rassemblement national, vous n'aurez toujours pas de majorité, et qu'est-ce qu'on fera? Le président de la République appellera Madame Le Pen, il dira c'est au Rassemblement national de gouverner, puisque c'est lui qui a le plus grand nombre de députés. C'est le résultat qui sort des... D'accord. Et elle gouverne comment? Elle dira mais moi je ne peux pas gouverner, j'ai pas de majorité. Elle l'a déjà dit d'ailleurs. Droite préconisée par Nicolas Sarkozy. Oui, bon, je pense pas. Ça vous a perturbé cette approche? Mais en l'état actuel des choses, ça ne marchera pas, à moins que les Républicains demain acceptent pour certains d'entre eux d'aller gouverner. Mais je suis même pas sûr que ça fasse une majorité. En chiffres, à l'Assemblée, ça fera, parce que c'est 289 qu'il faut. Donc si vous avez 240, vous voyez, il y a une marge. Et donc Madame Le Pen, elle a déjà dit, si j'ai pas de majorité, je peux pas faire mon projet, donc je ne gouverne pas. Et après, il se passe quoi? Eh ben, c'est Macron démission. Les gens vont dire, écoutez, c'est bloqué, il faut que le président parte. Et qu'on ait des présidentielles. Le temps passe, le calendrier avance, et bientôt dans un an, on sera dans l'organisation de la campagne présidentielle et il n'y aura plus aucun intérêt d'exiger du président. Vous m'interrogez, je vous dis, c'est sûrement la dernière chose qu'il fera, parce que s'il le fait, il sait qu'il est en grand risque lui-même. Puisque après, il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire, vous interrogez les Français, vous voyez que c'est encore plus bloqué qu'avant. Et lui, il est au milieu et on lui dit, maintenant c'est la présidentielle. Donc c'est pour ça que je crois fermement que c'est la dernière chose que le président fera. C'est pour ça que le président de la République passe son temps à dire, écoutez, il y a des élus, c'est les Français qui les ont élus à l'Assemblée, écoutez, trouvez des solutions entre vous. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est une des solutions avancées, c'est de dire, union des droites, alliance avec personne aujourd'hui ne prône l'union des droites. À part Nicolas Sarkozy, qui est quand même... il reste avec une audience peut-être affaiblie, mais avec une audience... Les députés qui voulaient aller vers l'union des droites sont déjà allés. C'est les amis de M. Ciotti. Ça fait au total 143 députés. Il en faut 289. Et lui, vous considérez qu'il est dans l'erreur? Éric Ciotti. Éric Ciotti, il a fait un choix politique. Oui, voilà, c'est pas le mien. Je veux dire, je partage pas cette conviction et ces valeurs-là. Mais en tout état de cause, j'allais dire techniquement et politiquement, je vois pas comment on passe de 140 à 289, même en faisant un bond très important. Donc le système est bloqué, et donc pour le débloquer, il faut changer le mode de scrutin. Alors le RN et la droite font partie quand même de ces élus qui, depuis en particulier le 7 octobre, défendent publiquement, soutiennent donc Israël, mais de nombreux juifs en France se sentent abandonnés aujourd'hui par Emmanuel Macron. Vous comprenez ce sentiment? Oui, je peux le comprendre. Je connais beaucoup. Et pourquoi ce sentiment existe selon vous? Parce que les prises de position du président de la République sont pas forcément partagées, encore moins comprises. Quand le président annonce qu'il est susceptible de reconnaître un État palestinien à l'Assemblée générale de l'ONU... fin du mois de septembre. Oui, le 22 septembre. Bon. On sait très bien que c'est un sujet qui est partagé par beaucoup de gens, d'ailleurs, y compris en Israël. Je veux dire, il faut bien essayer de trouver des solutions. Mais il y avait des conditions à cela, que lui-même, d'ailleurs, avait exprimées. C'est-à-dire libération des otages. Il fallait désarmer le Hamas. Il fallait exfiltrer le Hamas. Et il fallait que les pays qui entourent Israël reconnaissent Israël dans leur globalité. Ces conditions, il continue encore un peu à les porter, mais on a le sentiment justement qu'au moment où il les prononce, ça annule de fait le fait que le Hamas puisse réaliser cela, puisqu'il dit le Hamas peut diriger un État à condition effectivement qu'ils reconnaissent l'existence de l'État d'Israël. C'est totalement antinomique. Mais c'est pour ça que on connaît ce que pense le Hamas. Et je pense que j'attends de voir ce qui se passera et les conditions dans lesquelles tout ça est susceptible de se faire.
Mais en tous les cas, s'il y a une reconnaissance, j'allais dire unilatérale et sans ces conditions d'un État palestinien, c'est extrêmement dommageable et c'est inopportun. Alors le Danemark, l'Italie, l'Allemagne, qui ne sont pas des pays... Ils ont mis des conditions pour certains d'entre eux. Refusent de reconnaître. Ils disent c'est pas le moment. Comme d'ailleurs le disait Emmanuel Macron il y a quelques mois de cela, peut-être l'année dernière, et ensuite il a changé. Mais on se demande, au fond, qu'est-ce qui perdure? Qu'est-ce qui crée cette influence? C'est cette tradition politique, de la politique arabe de la France, comme on dit entre guillemets? Je crois. Ça reste encore? Je crois que le Quai d'Orsay est imprégné encore de cette tradition qui perdure, qui est imprégnée, j'allais dire, dans la politique du Quai d'Orsay. Et puis... je crois que le président de la République a voulu essayer de trouver une place, des solutions, s'interposer dans le débat qu'il pouvait y avoir entre Israël et les États-Unis, avec l'aide de quelques autres, et dire voilà, nous, on va essayer de trouver notre place là-dedans. Bon, moi, je vous l'ai dit, je trouve que c'est inopportun, ça va pas dans le bon sens. Ce qui est fondamental, c'est de préserver la sécurité d'Israël. C'est pas en reconnaissant un État palestinien à la tribune de l'ONU qu'on va garantir la sécurité d'Israël. Est-ce que vous estimez, vous, qu'il faut d'abord que le Hamas quitte le pouvoir pour pouvoir ensuite créer les conditions d'une reconstruction à Gaza et d'un État palestinien qui pourrait un jour être en coexistence? Il faut s'entourer de garanties. Regardez, on dit on va demander à l'autorité palestinienne de représenter... Enfin, moi, j'étais à Ramallah avec le président du Sénat, j'ai vu à quoi ça ressemblait tout ça. C'est-à-dire vous avez des gens qui ont une légitimité qu'on va qualifier de modérée, quoi. Ça fait, Monsieur Mahmoud Abbas, je ne sais pas depuis combien de temps il n'a pas vu les électeurs. Enfin, au nom de quoi des gens désignés vont représenter une population palestinienne dont on ne connaît pas l'étendue, qui sait comment ça marche, etc. Donc on sait très bien que ça n'est pas possible. Ceux qui matériellement encore imposent leur loi, et une loi dont on a vu qu'elle était mortifère, c'est le Hamas. On ne peut pas passer au lendemain du 7 octobre de l'expression du président qui disait il faut rechercher une grande coalition pour combattre le Hamas, Israël, et puis aujourd'hui dire Israël a envoyé a tué des gens du Hamas à Doha, c'était il y a quelques jours, quelques heures, et c'est pas bien parce que c'est un pays reconnu, on n'a pas le droit de faire ça. Souverain, et dans lequel aussi il y a des négociations qui se disent. Voilà, il y a eu 6 morts. Il y a eu 6 morts à Jérusalem-Est il y a 3 jours. Fusillade, donc voilà. Autobus, et donc on peut pas reprocher. Alors on peut pas reprocher à Israël de se défendre et de faire des actions à Gaza où on dit ah non mais ça va pas du tout, il faut arrêter. Et alors quand c'est en dehors de Gaza, on dit il faut ah non mais c'est à Doha, il faut arrêter. Alors on fait quoi? On se laisse faire et on attend. Donc c'est pas raisonnable. Je veux dire, Israël s'est défendu. Voilà, nous, quand on a tué des adversaires de la France dans des pays, en Syrie ou ailleurs, où les États-Unis l'ont fait, au Pakistan... Oui, notamment pour lutter contre l'État islamique. Voilà, bon, c'est comme ça. Il n'y a pas eu d'état d'âme de ce point de vue-là, c'est concernant les populations civiles. Et voilà, et quand Mme von der Leyen dit que voilà, il faut sanctionner des ministres, entre guillemets, extrémistes israéliens, il y a peut-être des choses à dire, effectivement, et il y a peut-être des points de vue politiques à combattre, mais que ne le fait-on pas contre des ministres iraniens, syriens ou irakiens? Donc vous dénoncez effectivement ce deux poids et deux mesures que l'on connaît bien. Lorsque Emmanuel Macron reçoit les familles d'otages, les familles israéliennes d'otages, à la veille justement de cette reconnaissance à l'ONU de l'État de Palestine, à la veille du Nouvel An juif, c'est un contre-feu, c'est de la communication, c'est sincère. Comment vous l'analysez? Je veux croire que c'est sincère. Je veux dire, parce que les familles. Ils cherchent des gestes pour apaiser, parce que les relations sont tendues entre les Juifs de France et le président. Je pense quand même que, parce qu'on l'oublie un peu trop souvent, notamment en France, c'est que parmi les otages, il y avait des Français. Et il y a eu des Français, certains ont été libérés, mais d'autres sont morts. Et le 7 octobre, en Israël, parmi les victimes des attentats terribles du Hamas, il y avait des Français, des Franco-Israéliens. Bon, donc nous sommes
concernés. C'est pas simplement la France. D'ailleurs, il y a eu Israël. l'hommage qui a été rendu ensuite. Voilà, donc la France est concernée. Mais là, dans ce climat de tension absolue qu'on voit bien, pratiquement inédit, dans la relation bilatérale entre la France et Israël, est-ce que ce geste pour vous a une signification au-delà de l'empathie, de la compassion? Est-ce que c'est une manière de dire, regardez, finalement, je suis toujours du côté d'Israël, ou c'est juste un contre-feu de communication? Oui, j'espère que ça va au-delà de la communication. Je veux croire que le président veut montrer quand même qu'il est soucieux des familles d'otages, qu'il continue de suivre cette affaire et que malgré j'allais dire, les contestations dont il fait l'objet, il veut garder le lien et montrer que sa politique n'est pas unilatérale. Donc il cherche à garder le contact avec la communauté juive. En un mot, il faudra une rupture dans la diplomatie française, puisque c'est le mot de la du nouveau gouvernement? En tous les cas, je pense que le président de la République doit modifier son regard vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de l'action d'Israël à Gaza. Ça ne peut pas simplement être une contestation de la politique de M. Netanyahou. Merci beaucoup, Hervé Marseille.